ce que je vous propose, parce qu'on a une dernière intervention, c'est qu'on puisse aborder toute cette discussion donc, après l'intervention donc, de Madame Valérie Morin-Dulac, qui nous a rejoint, qui est chef du bureau de l'école inclusive, qui va nous parler du Vademecum qui a été publié donc, et qui est sorti donc, en 2019 et qui est tout à fait accessible donc, sur Eduscol et qui est centré sur les parcours de scolarisation des enfants à haut potentiel. Alors, pas uniquement donc, les accélérations de type saut de classe, mais aussi donc, les programmes d'enrichissement, donc les temps de décloisonnement, les classes à plusieurs niveaux, dont il y a eu des questions tout à l'heure sur les classes à plusieurs niveaux, et avec tout l'intérêt de ces aménagements scolaires qui permettent qu'il puisse y avoir, que ça puisse devenir de véritables opportunités pour que les enfants au potentiel puissent exprimer leur potentialité. Donc, je passe la parole sans plus tarder à Madame Valérie Morin-Dulac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir cet après-midi. Alors, je vais essayer de commencer le partage d'écran pour le diaporama que j'ai prévu. Donc déjà, techniquement, on va essayer de voir si cela fonctionne pour pouvoir que vous ayez… Est-ce que vous voyez le diaporama actuellement? Très bien, oui. OK. Et comme ça, est-ce que c'est bon? Parfait. Très bien. Alors, voilà, donc effectivement, je suis Valérie Morin-Dulac, chef du bureau de l'école inclusive à la DGESCO, c'est-à-dire ministère de l'Éducation nationale. Les missions du bureau, pour que vous situiez un petit peu de là où je parle, hein, c'est l'accompagnement de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur ensemble, bien évidemment les élèves en situation de handicap, les élèves avec grandes difficultés scolaires, et également les élèves à haut potentiel, comme nous les appelons. Vous avez parlé de différentes terminologies. Nous garderons, pour ce qui est de l'éducation nationale, celle qui parle d'élèves à haut potentiel au singulier. Et effectivement, vous m'avez demandé d'intervenir sur la présentation du Vademecum et peut-être plus largement, parce que je me suis un petit peu dédouanée de la commande et je suis allée un petit peu plus loin pour vous parler de quelque chose qui nous est très cher actuellement et qui va totalement dans le sens de l'individualisation ou en tout cas de la prise en compte du parcours singulier d'un enfant, l'idée de la mise en œuvre à partir de cette année du livret de parcours inclusif qui, je vous le présenterai, peut tout à fait correspondre aux besoins spécifiques des élèves à haut potentiel. Alors, voilà, ça c'est l'ouverture. Donc, l'idée que se donne l'école aujourd'hui et peut-être pas que l'école inclusive, hein, l'idée c'est bien d'élargir l'école à tous les élèves et qu'elle puisse, grâce à la loi de la confiance de 2019, prendre en compte et en charge les besoins éducatifs particuliers de chacun des élèves. Là, nous parlons des élèves à haut potentiel et effectivement, probablement dans la conscience des enseignants, l'élève à haut potentiel n'a pas besoin d'un aménagement de scolarité, n'a pas besoin d'accompagnement spécifique dans la mesure où ils considèrent, dans leur grande majorité, quand ils ne sont pas formés, qu'un élève à haut potentiel réussit à l'école. Or, je n'ai pas assisté à l'entièreté des propos de cet après-midi, je vous ai rejoint un petit peu plus tard, mais il est bien certain, et si nous échangeons sur comment prendre en charge ces élèves, il est bien certain que les élèves à haut potentiel ont des besoins spécifiques auxquels les enseignants doivent répondre. Donc, ces élèves questionnent les enseignants et l'idée, c'est de savoir comment est-ce que l'école et la formation en particulier peut répondre à leurs besoins. Alors, comme le docteur Torjman en a parlé, effectivement, il y a eu dans les années antérieures des colloques annuels qui se sont tenus au niveau national et où des travaux ont été conduits et présentés afin de former des référents par académie qui sont à même de pouvoir conduire des formations sur le territoire. Alors, avant d'être au bureau de l'école inclusive, j'étais référente académique pour une académie de France, donc, et j'ai conduit un certain nombre de formations en ce sens. Et ce que j'ai pu remarquer dans les personnels qui s'inscrivaient à ces formations, je vous le dis, je vous le livre parce que je suis sûre que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Beaucoup d'enseignants qui s'inscrivent à ces formations, je dirais, allez, 80% sont des personnes qui elles-mêmes soit ont des enfants à haut potentiel, soit
sont eux-mêmes des personnes à haut potentiel et se sont sentis incomprises dans l'école. Donc, mon propos dans ces formations, c'est bien sûr de les accompagner en tant que professionnels, même si ces personnels sont touchés personnellement, les accompagner en tant que professionnels, mais également accompagner au-delà de ces personnes qui se sentent totalement impliquées, comment dire, familialement ou personnellement, les accompagner aussi dans une démarche professionnelle qui leur permettra de scolariser les élèves avec le plus de pertinence possible. Donc, le vade-mecum dont il a été question, je pense que beaucoup d'entre vous, alors je ne sais pas, il y a Madame Binda qui fait passer un papier. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à me soumettre avant que je poursuive mon propos. Tout va bien ? Ok. Donc, dans ce vade-mecum a la volonté, à l'objectif de de regrouper dans un même document qui se trouve d'ailleurs sur Eduscol, le site de l'Éducation nationale et des contenus pédagogiques, de recueillir un certain nombre d'éléments qui vont permettre à l'enseignant, lorsqu'il est confronté à un élève qu'il soupçonne, puisque on peut avoir les grilles d'observation qui vont permettre le repérage précoce, mais lorsqu'un élève est soit reconnu comme étant à haut potentiel, soit parce que l'on demande s'il ne l'est pas. Donc, une présentation de ces profils d'élèves qui peuvent interroger donc, les enseignants, comme je vous le disais. Le deuxième point que présente ce vade-mecum, c'est l'identification de leur parcours singulier. On en a parlé, l'idée qu'ils ont besoin d'être accompagnés de manière spécifique. Alors, je suis arrivée autour de 16h, 16h30 et j'ai entendu la question posée sur l'accélération ou non du cursus de l'élève. Hein. Est-ce que on fait bien que… Voilà, le professeur Grégoire indiquait qu'on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas. Et effectivement, dans certaines circonstances, c'est tout à fait possible. Mais notre idée à l'école aujourd'hui, c'est d'accompagner les élèves et de leur donner là où ils sont et dans la classe dans laquelle ils sont, les réponses à leurs besoins spécifiques. Dans les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants également par rapport à l'accompagnement de ces élèves, c'est de bien identifier quelles sont les personnes avec lesquelles ils peuvent travailler. Je viens de comprendre ce que fait Madame Binda. Elle prend des photos de l'écran. Alors, vous la rassurez, je vous enverrai mon diaporama et vous pourrez le transmettre à tous les participants. Ça ne pose aucun problème, je le ferai bien volontiers. Cela vous évitera d'avoir des captations qui sont peut-être pas extrêmement précises. Donc vous aurez le diaporama, il est tout à fait possible que je vous l'envoie, donc je l'enverrai, il n'y a pas de souci. Donc le repérage des acteurs, c'est ce qui permet aussi aux enseignants, quand ils sont pas forcément alertés sur ces questions, de voir vers qui ils peuvent se tourner. Et cela va bien évidemment, et on vient d'en parler, bien souvent les enseignants vont se tourner vers le psychologue de l'Éducation nationale dans un premier élan en s'interrogeant. Et pour être membre du jury des psychologues de l'Éducation nationale chaque année, quand on recrute les nouveaux candidats sous format nouveau, hein, puisqu'ils ont désormais un master, bien souvent les études de cas qui leur sont posées lors de l'entretien de concours portent sur la problématique de ces élèves qui interrogent et comment ils vont pouvoir, de la place qu'ils occupent hein, en tant que psychologues de l'Éducation nationale, comment ils vont pouvoir dans leur mission accompagner les élèves et les enseignants dans une meilleure prise en compte de ces élèves. Et quand je dis des enseignants, mais effectivement aussi des élèves, autant que faire se peut, même si les psychologues n'ont pas propension à travailler autour du soin et de l'accompagnement psychologique des élèves. Ce n'est pas leur mission initiale. Donc, le repérage des acteurs pour les enseignants, c'est essentiel, voir vers qui se tourner. Et puis, plus spécifiquement, dans le vade-mecum, nous avons des grilles d'aide au repérage. Donc, quand l'élève n'est pas encore
peut être reconnue comme ayant des potentialités qui pourraient le mettre dans cette catégorie des hauts potentiels. Et ces grilles d'observation, elles ont été réalisées avec des professionnels qui nous ont accompagnés, et elles sont spécifiques pour chacun des niveaux. Donc, nous avons ceux de la maternelle, les grilles de repérage en maternelle avec des indices à identifier. Nous avons aussi ceux de l'élémentaire, pour le collège, le lycée également. Alors, il est vrai qu'il est assez rare finalement que le haut potentiel soit découvert uniquement au lycée, mais il peut avoir été masqué pour une grande partie du temps par un enfant qui a été assez, acculturé, qui a réussi à s'intégrer, puis qui, à un moment, ne peut plus le faire. Et donc, il est intéressant également d'avoir ces grilles pour les lycéens. Et puis, le dernier document, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, il est également sur Eduscol. Il s'appelle le questionnaire d'aide à la décision d'ajustement du parcours scolaire. Il est rempli par l'entièreté des professionnels qui sont autour de l'enfant et qui aident l'élève à mieux réussir dans ses apprentissages. Il est rempli par les enseignants, il est rempli par les familles, par l'élève lui-même, suivant son âge, et puis par tous les professionnels. Et ensuite, il fait l'objet, ce document, les questionnaires qui sont remplis font l'objet d'une synthèse qui permet, cette synthèse, de prendre les décisions nécessaires à l'accompagnement de la scolarité des élèves. Vous avez tout à l'heure évoqué la question du fait que certains élèves, il pouvait y avoir une similitude entre des élèves à haut potentiel et des élèves autistes qu'on appellera de haut niveau, ou en tout cas parce que quand l'élève autiste a des troubles comportementaux ou cognitifs, là, la question de la proximité du diagnostic ne se pose pas. Mais comme je ne suis pas une spécialiste et que nous sommes dans l'école, je dirais que peu importe finalement pour l'enseignant de savoir si c'est un élève à haut potentiel ou si c'est un élève avec des troubles qui peuvent se rapprocher des TSA, ce qui importe, c'est qu'ils mettent en œuvre des aménagements et des adaptations qui soient cohérentes et qui répondent aux besoins de cet élève. Et en particulier, dans le vade-mecum, enfin à la suite du vade-mecum et toujours sur Eduscol, vous trouverez des fiches qui ont été rédigées et qui ont des entrées thématiques avec un petit sketch note qui présente assez bien et qui est très utile pour les enfants qui sont à haut potentiel, parce que c'est le genre de formalisation qui correspond bien à leurs besoins. Alors là, c'est à destination des enseignants, mais l'idée est la même, c'est-à-dire de pouvoir faire entrer les enseignants dans une compréhension assez rapide des besoins spécifiques de l'élève. Et ici, vous voyez, je vous ai choisi au hasard, hein, celle de l'aménagement de l'emploi du temps. On en a parlé. C'est peut-être plus simple en école élémentaire, dans la mesure où parfois nous avons des classes à double niveau qui vont permettre à l'élève de suivre les apprentissages du niveau au-dessus, et donc il va faire les mathématiques par exemple avec les élèves de CM2 alors qu'il n'est qu'en CM1. C'est plus compliqué effectivement au collège, hein, parce que ce décloisonnement est moins simple, mais dans les fiches qui sont proposées ici, eh bien, vous avez des offres d'organisation qui pourraient répondre aux besoins des élèves, y compris en termes d'aménagement de leur emploi du temps, de temps de SAS aussi pour certains élèves qui ont besoin, et d'une réflexion large sur la prise en compte des besoins de l'élève. Alors, une fois ces documents présentés, je voulais les mettre en lien et en écho, puisque vous avez parlé de besoins spécifiques et de comment on va formaliser l'accompagnement des élèves à haut potentiel dans l'école. Eh bien, vous savez que bien souvent sont rédigés pour ces élèves-là des PPRE, des projets personnalisés de réussite éducative, ou des PAP s'il y a des troubles qui peuvent apparaître, donc les plans d'accompagnement personnalisés. Eh bien, à partir de janvier, là donc depuis janvier 2022, tous les enseignants de France peuvent avoir accès
à la rédaction, à l'ouverture, la création d'un livret de parcours inclusif dont je vais vous présenter rapidement l'origine, à savoir comment on a réfléchi au fait qu'il fallait mettre en œuvre ces livrets de parcours inclusifs. C'est parti du constat que finalement, on avait peu de suivi de ce qui était mis en place de façon spécifique pour les enfants à besoins particuliers. Et c'est vrai que ça s'est fait en février 2019 et ça a été au départ assez tourné vers la question plutôt du handicap et on a donc travaillé depuis avec la CNSA qui continue de déployer avec l'éducation nationale ce livret de parcours inclusif pour répondre aux besoins des élèves. Alors, il s'inscrit dans un parcours, dans un système d'information un peu plus large qui va contenir également, parce que certains des élèves à haut potentiel pourraient en avoir besoin, qui va contenir ce système d'information, le livret de parcours, mais également toutes les questions d'aménagement des examens qui peuvent être mis en œuvre dans la continuité des aménagements qui sont mis en place dans l'école. Donc, pour continuer sur cette présentation rapide, à quoi sert-il ce livret? C'est un livret qui est individuel, c'est chaque enfant a besoin particulier qui en a un. C'est un outil numérique qui va permettre de suivre ce qui est mis en place pour lui, pour les enseignants de partager les informations entre eux, c'est-à-dire si on est en CM1 et qu'on passe un élève au CM2, eh bien, le livret de parcours inclusif suit l'enfant et donc les aménagements pédagogiques et les adaptations vont être transmises sous format numérique et le nouvel enseignant va pouvoir s'appuyer. Il marche aussi, il fonctionne aussi de transmission entre le premier et le second degré, à savoir entre le CM2 et la 6e, bien souvent les PPRE se perdaient un petit peu, on ne savait pas forcément ce qui avait été mis en place avant. Ben là, on aura un document numérique qui suit l'élève et puis avec une connexion qui sera bientôt en œuvre pour les familles, une possibilité pour ces dernières de pouvoir voir les aménagements excusez-moi, qui sont mis en place pour leur enfant, avec la possibilité de discuter, bien évidemment, avec l'enseignant sur toutes ces aides qui sont apportées à l'élève. Alors, il répond aux besoins de plusieurs types d'élèves et je vous le fais très rapidement, puisque là, nous sommes plutôt sur les élèves à haut potentiel. Donc, il répond aux besoins des élèves qui ont un PPRE, c'est-à-dire des besoins éducatifs passagers qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et donc, ils répondent au PPRE et on sait que beaucoup d'élèves à haut potentiel en bénéficient. Il y a même certaines académies qui ont créé des PPRE spécifiques pour ces élèves. Il permet aussi de réaliser les PAP dont j'ai parlé, les plans d'accompagnement personnalisés avec l'avis médical d'un médecin de l'éducation nationale qui va valider la présence de troubles et qui va permettre la rédaction de ce PAP. Et puis, également, et c'est aussi une des évolutions pour les élèves en situation de handicap reconnues par les MDPH, il y a une interconnexion des MDPH sur ce livret qui va leur permettre d'avoir accès, de déposer le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et à l'enseignant de le récupérer pour pouvoir construire la mise en œuvre de ce PPS. Donc, un ensemble de plans et de programmes qui vont pouvoir être réalisés dans le LPI. Alors, parce que dans le LPI, il y a majoritairement, l'objectif, c'est des propositions concrètes et précises, personnalisables et organisées d'aménagement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Ces aménagements, ils sont organisés en niveau par niveau. Donc, il y a des aménagements proposés pour la maternelle, d'autres pour l'élémentaire, etc., jusqu'au lycée. Et puis, ils sont également par domaine qu'ils soient disciplinaires ou plus généralement par domaine du socle commun. Mais je vous les présenterai de façon un peu plus précise juste après. Donc, comme je vous le disais, des aménagements qui suivent tout le cursus de l'élève,
mais également de façon un petit peu plus large sur des thématiques transversales comme vous le voyez ici, l'organisation spatiale, la communication, des adaptations méthodologiques et la formation de la personne et du citoyen. Ce sont des entrées de ce que l'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je parle un petit peu vite sans doute, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrive à vous présenter l'ensemble de cela pour que vous en compreniez l'économie générale et que vous voyez en quoi vous pouvez effectivement aussi être en accompagnement des enseignants pour penser les aménagements de vos enfants, puisque comme vous aurez accès, vous pourrez aussi voir les aménagements proposés. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce site, à aller sur le site de Cap École Inclusive, qui est un site qui était à l'origine uniquement destiné aux enseignants, et puis qui parce qu'on y accédait avec nos identifiants professionnels, et puis qui pendant la crise de la Covid a été ouvert à tous pour que les parents qui ont des élèves à besoins particuliers puissent également s'en servir et l'utiliser pour faire l'école à la maison, comme ce fut le cas pendant malheureusement un certain temps. Et parmi les propositions qui sont faites sur ce LPI, un certain nombre correspondent vraiment, mais vraiment aux besoins particuliers des élèves à haut potentiel. Et d'ailleurs, il y a dans une partie qui s'appelle S'informer, tout un bloc sur ce site avec des petites vidéos de professionnels qui présentent les besoins particuliers de ces jeunes et invitent à mettre en place les aménagements nécessaires. Donc, la banque d'aménagement du LPI, elle est adossée effectivement à ce que l'on peut retrouver sur le site de Cap École Inclusive. Et voilà un petit peu l'ergonomie du livret. Le livret, en fait, l'enseignant très vite va pouvoir, avec le nom de l'enfant et son établissement, lui créer un livret à l'intérieur duquel il va pouvoir choisir les aménagements nécessaires à l'enfant. L'idée n'est pas de cocher toutes les cases, vous en doutez bien, parce que si on se retrouve à cocher la multitude, il y a quand même un grand nombre de propositions d'adaptation. Si on se met à tout cocher, ben évidemment, ça va être plus difficile pour l'enseignant de tout faire, mais de sélectionner ceux qui, au regard des besoins de l'enfant, semblent les plus adaptés. Ici, vous voyez, par exemple, 3 aménagements qui sont cochés et qui pourraient aider les élèves, comme la carte heuristique, par exemple, aider ce type d'élèves à mieux apprendre, à mieux comprendre les enseignements qui sont conduits. Alors, ça fait un petit peu slogan pub. Quand je l'ai relu, je me suis dit, je suis en train de vendre le livret de parcours inclusif. Alors, je ne le vends pas parce que c'est gratuit, mais en tout cas, ce que je veux, c'est vous dire que pour les enfants à haut potentiel, il y a beaucoup d'aménagements qui sont susceptibles de les concerner. Et en fait, c'est par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire répondre à des besoins spécifiques, quelle que soit l'origine de ce besoin, puisque un enfant, par exemple, qui est à haut potentiel mais qui a des troubles 10, de dyspraxie, par exemple, il est comme un enfant qui a un PAP sans être forcément haut potentiel. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des aménagements qui puissent répondre à un nombre d'enfants un peu large, mais surtout répondre à un besoin. Donc là, vous avez quelques exemples. Hein. Je ne veux pas les lire. Et puis, comme je vous enverrai mon diaporama, ça vous permettra d'en avoir connaissance et ça me laissera un petit peu de temps pour essayer d'échanger avec vous. Mais quand on parle d'organisation matérielle, par exemple, c'est d'autoriser certains élèves qui ont des difficultés praxiques, par exemple, à utiliser du matériel numérique. L'organisation spatiale, c'est de penser à ce que ces élèves, parfois, peut-être, ils ont besoin aussi de temps et de sas. Donc, penser à ce que la classe le permette. Dans la communication, hein, on sait que c'est des élèves qui vont… donc, ce que vous avez au centre en rose, hein, c'est les aménagements que les enseignants pourront trouver dans le livret. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, en termes de communication, il puisse y avoir le moins d'implicite possible
pour ses élèves et que l'enseignant aussi sache comment s'exprimer, comment pouvoir prendre en compte la communication avec ses élèves spécifiquement. Éviter par exemple le double sens et des choses comme ça. Dans les adaptations méthodologiques, là, bien évidemment, on a beaucoup d'enfants à haut potentiel qui sont en grande difficulté pour expliquer leur démarche. Parce que ça va vite et qu'ils n'ont pas forcément, même s'ils font juste et vite juste, ils ne sont pas forcément en capacité d'expliquer leur procédure. Et ça, pour les enseignants, c'est parfois compliqué parce qu'on demande souvent, pour s'assurer que l'enfant a compris comment il a appris, on lui demande souvent de s'exprimer. Et de fait, les enfants à haut potentiel, souvent, ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc, l'objectif, c'est que l'enseignant soit en capacité de comprendre cette difficulté que va avoir cet élève-là et de lui faire progressivement arriver à mettre des mots sur la démarche qu'il a conduite, même s'il a réussi sans avoir besoin d'être explicite. La formation de la personne et du citoyen, on rentrera plutôt sur des questions psychosociales et d'organisation des relations avec les autres. On sait qu'il y a une hyper-émotivité, il y a une grande sensibilité, par exemple, à l'injustice et chez ces élèves aussi une grande empathie. Donc, parfois, les relations avec les autres, avec l'enseignant vont être compliquées, hein, vous le savez mieux que moi. Et donc, dans les aménagements qu'il faudra mettre en place, il faudra en mettre certains peut-être qui seront plutôt de ce côté, non pas dans les apprentissages spécifiques, mais plutôt de format d'accompagnement de la personne, hein, plutôt que de l'élève seul. Et puis, pour ce qui est du disciplinaire, bien évidemment, vous le retrouvez dans les fiches dont j'ai parlé plus tôt, mais on le retrouve aussi ici dans le LPI, des propositions pour proposer à ces élèves des tâches complexes de manière à ce qu'ils ne soient pas sur du on-off, réponse oui-non, mais qu'ils puissent développer leur réflexion et mobiliser toute la complexité de leur pensée. Donc voilà des aménagements qui peuvent être décidés par l'enseignant en lien avec vous, en lien avec ce que vous connaissez de votre enfant. Je pense que là, pour le coup, à la rédaction d'un livret de parcours inclusif, l'enseignant peut tout à fait s'appuyer sur ce que vous connaissez et sur les outils dont on vient de parler, hein, l'outil de repérage, le questionnaire dont on a parlé, avec lesquels vous pouvez articuler la création d'un LPI, sachant que vous pouvez informer les enseignants du fait qu'ils peuvent, pour ces élèves-là, rédiger des livrets de parcours inclusifs et qu'au final, l'objectif, c'est bien que chacun soit informé de ce qui est fait et mis en œuvre de manière à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre les attentes de l'école et ce que vous pouvez demander par exemple à vos enfants quand vous leur faites faire leurs devoirs qui sont interdits, je le rappelle, mais dont on ne se passe jamais à l'école. Voilà, j'ai fait assez vite parce que nous sommes en fin de journée et que vous avez déjà entendu beaucoup d'intervenants. Je voulais vous remercier, même si c'est un samedi, d'avoir pensé à nous inviter parce que, je dis nous, c'est-à-dire l'école, parce que nous sommes pleinement mobilisés pour les besoins éducatifs particuliers et je crois que c'est bien cette articulation avec les familles qui parfois se sentent rejetées quand elles viennent à l'école pour dire mon enfant a des besoins particuliers parce qu'il a cette spécificité. C'est à nous, de notre côté, d'accompagner les enseignants pour leur faire comprendre ces besoins spécifiques et de pouvoir répondre, non pas systématiquement aux familles, parce que chacun a sa compétence, mais en tout cas de se mettre en synergie et en coopération pour que les élèves réussissent à l'école. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Morin-Dulac. C'est vrai que on sait aussi que vous avez une expérience de terrain. Je crois que vous avez été référente EHP sur Limoges, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc, ça permet aussi de pouvoir étayer le propos à partir d'une expérience de terrain qui est toujours précieuse. Dans les questions, parce qu'il y a différentes questions qui sont apparues aussi donc, sur les questions que posait l'assistance, c'était l'accessibilité par rapport à ce livret donc, Parcours inclusif. le parcours inclusif qui paraît être en effet un complément intéressant par rapport au PPRE, HP ou PAP. Qu'est-ce qu'il en est par rapport, par exemple, aux familles, puisque là, concernant l'ANPEP, on est particulièrement concerné par les familles. Quand est-ce que ce livret sera accessible pour les familles? Alors, pour l'instant, la CNIL nous a donné l'autorisation aux enseignants de rédiger des LPI sans forcément avoir l'avis des familles, l'avis favorable des familles. C'est-à-dire que c'est d'utilité publique. En revanche, nous avons obligation d'informer les familles quand nous rédigeons un LPI. Ça, c'est du côté de l'éducation nationale qui met en place un LPI pour des élèves. De l'autre côté, les parents aujourd'hui n'ont pas d'accès direct sur le LPI. En revanche, si un LPI est rédigé pour leur enfant, les enseignants peuvent le leur envoyer sous format numérique ou leur l'imprimer. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça fait un bon document d'échange. À partir de… Le développement est en cours. Les développements sont en cours pour que les familles puissent avoir accès au LPI, comme elles ont accès à Pronote, c'est-à-dire aux outils de l'éducation nationale pour avoir des informations concernant leur enfant. Donc, c'est en cours de formalisation. Aujourd'hui, je le redis, des documents, des supports papier ou envoi du livret sous format numérique, mais ensuite, c'est la famille qui pourra se connecter et aller voir le livret tel qu'il est mis en œuvre pour leur enfant. D'accord, bah, écoutez, donc ça c'est une information qui est précieuse pour toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je m'interrogeais, puis on va ouvrir la discussion avec l'ensemble des participants, je m'interrogeais sur quand même si on parle de pédagogie différenciée, que ça fait des décennies que la pédagogie différenciée existe, mais quand on a mis l'accent, y compris dans les groupes de travail au ministère, la DGESCO, dont on a fait partie avec Sylviane Izé, avec un certain nombre de personnes qui sont ici présentes, c'est vrai qu'il y avait, y compris dans le Vademecum, donc la possibilité de pouvoir essayer de soutenir plus des alternatives avec pas penser uniquement au saut de classe, à l'accélération, mais par exemple les programmes d'enrichissement, les classes à plusieurs niveaux qui ont été, où ça a été questionné là en début d'après-midi, également les temps de décloisonnement. On peut se dire que là, il y a un zéro coût économique, c'est juste une question d'organisation, mais l'organisation, elle n'est pas si simple que ça. Il y a des établissements pour lesquels c'est pas simple. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut, alors qu'il y a eu tout un travail de réflexion, la DGMECOM, c'est comme 2019, comment est-ce qu'on peut soutenir, accompagner, et je dis ça peut-être à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la DGESCO, au niveau d'autres accompagnateurs, pour que toutes ces mesures puissent se mettre en place et qui permettraient justement de répondre à une école inclusive avec des enfants qui resteraient dans leur classe, mais où on tiendrait en compte, en prenant en considération leurs besoins particuliers. Alors, j'ai bien compris que le LIP, enfin le livret va servir à pouvoir voir comment ça s'améliore sur des domaines précis, mais il reste quand même la question de comment on peut proposer des mesures d'ajustement du parcours scolaire qui vont permettre de répondre du mieux possible aux besoins de l'enfant, et sachant qu'il y a des possibilités, mais on a l'impression que c'est insuffisamment utilisé. Les programmes d'enrichissement, à chaque fois on nous dit mais si on en fait, mais c'est une fois de temps en temps, ça n'a rien à voir avec ce qui a été formalisé aux États-Unis, où chaque jour l'enfant, quand il a fini son programme avant les autres, il va continuer avec un programme d'enrichissement, ou bien les temps de décloisonnement qui peuvent être vraiment des outils extrêmement intéressants, mais ça nécessite de l'organiser. Et souvent, on est face à des établissements scolaires pour lesquels ce n'est pas simple. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un accompagnement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est actuellement élaboré et où on en est par rapport à tout ça? Alors, sur la question de la différenciation pédagogique, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de dire un gros mot parce que ça fait des années qu'on en parle et qu'on en voit peu, y compris dans les formations d'enseignants. C'est souvent effectivement la même chose pour tout le monde. Et moi, je suis d'accord avec vous qu'on a besoin d'accompagner de façon plus spécifique les établissements. Et de fait, dans le cadre des formations qui sont
conduites, nous observons de plus en plus de demandes qui s'appellent des formations d'initiative locale, des FIL. Et en fait, ce sont des équipes pédagogiques, des chefs d'établissement, parce que là, je parle plutôt du second degré, qui se rendent compte qu'ils ont une problématique qui est récurrente sur une difficulté spécifique, et celle des EHP dans certains endroits peut être tout à fait l'entrée, ou d'avoir des multitudes de profils qui sont présents dans l'établissement et de savoir comment on va les prendre en compte. Et de fait, la formation, au lieu d'être une formation qui va descendre d'une proposition de l'académie, c'est une demande de l'équipe pédagogique qui dit comment est-ce que nous, sur notre territoire, en contextualisant, on peut développer des parcours plus différents, plus diversifiés pour les élèves. Et là, de ce point de vue-là, je crois que avec la multiplicité des élèves présents dans l'école, qu'ils soient EHP, qu'ils soient avec des difficultés linguistiques, sans parler de l'arrivée des jeunes enfants ukrainiens. Tous ces élèves sont dans l'école aujourd'hui et il faut pouvoir répondre et répondre localement. Donc, il n'y a pas de… On peut, nous, au niveau de la DGESCO, nous, on va fournir des outils, on va accompagner, on va former des formateurs, mais il faut que ça parte du terrain, des besoins, parce que les besoins des enseignants vont correspondre mieux aux besoins des élèves. Et c'est bien les enseignants qui, sur le terrain, connaissent les difficultés des élèves. Et peut-être pour le premier degré, on assiste moins à ce phénomène de difficulté à accompagner les élèves, parce que d'abord, les enseignants, ils ont les élèves 24 heures. Donc, avoir un enfant 24 heures, ça permet de bien le connaître, ça permet d'adapter plus aisément et de fait d'avoir une fluidité un peu plus importante dans des propositions avec des programmes enrichis, des parcours où les élèves vont pouvoir aller avoir d'autres occupations pendant que les autres terminent, etc., etc. Donc, je pense que la complexité est plus dans le second degré. Et pour cela, je vous dis, une des réponses, c'est les formations d'initiative locale et que les enseignants demandent de plus en plus fréquemment pour répondre à leurs besoins spécifiques. Merci beaucoup. Donc, il y a juste une petite question parce que 3 personnes ont posé la même question. Voilà. Donc, je l'ai lu. Donc, au moins, pour pas qu'on l'oublie, c'est est-ce que le LPI, le livret de parcours inclusif, il peut être disponible donc, dans les établissements privés? Voilà, ça c'est. Puis après, on vous passe la parole, monsieur Cazenave. Privé hors contrat, privé sous contrat, pardon. Privé hors contrat, non, mais privé sous contrat, oui. Oui, bonjour. Si vous le permettez, je voulais intervenir. Là, j'écoute la conférence depuis tout à l'heure, depuis 15h30. Je suis arrivé un petit peu en retard, malheureusement, mais je suis très intéressé. Donc, je suis inspecteur de l'éducation nationale et je suis ASH, mais je suis attentif à cette conférence parce que ça fait une dizaine d'années que je suis référent EHP dans l'Académie de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Et donc, ce sont des élèves que je suis attentivement. Et voilà. Donc, je voulais juste intervenir. Je ne veux pas compléter du tout l'intervention de Mme Morin-Dulac, bien sûr. Et nous sommes en plein déploiement du LPI et nous avons mis en place des formations dans chaque département, justement pour accompagner, parce qu'il n'y a pas que la question technique, mais il faut bien sûr expliciter les enjeux de ce déploiement du LPI. Mais je voulais juste rappeler aux familles qui sont là présentes cet après-midi que dans chaque département, dans chaque académie, il y a des référents EHP et qu'ils peuvent être contactés directement. Moi, je reçois plusieurs dizaines, voire centaines dans l'Académie Montpellier, on en a beaucoup, on est très actifs depuis longtemps, et donc je reçois directement des courriers de parents. Et donc notre mission, bien évidemment, c'est d'accompagner les familles pour améliorer les cursus des élèves au potentiel. Et donc, nous participons, et cela m'arrive fréquemment avec mes collaborateurs ou conseillers pédagogiques, nous participons à des équipes pédagogiques dans le public et dans le privé, si les établissements privés le demandent, bien sûr, nous pouvons aussi intervenir. Et donc là, tout ce qui peut accompagner les adaptations, les aménagements, hors, bien sûr, les accélérations de cursus. Je ne parle jamais de saut de classe, mais plutôt d'accélération et de régulation de cursus en fonction des besoins des élèves.
nous sommes là pour accompagner. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que dans chaque département, il y a des référents avec des adresses très simples. Hein, ce sont des adresses EIP et le numéro de département et dans le domaine académique concerné. Et donc, on peut nous écrire directement et on accompagne. Voilà. Donc, je crois quand même que c'était important de le dire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cazenave. Et ça permet, on peut relayer d'ailleurs du coup à Madame Morin-Dulac que ça serait important qu'on puisse accéder au numéro de téléphone parce que souvent, il y a les référents EHP où il y a des changements, etc. Et on se retrouve des fois avec des choses à réactualiser qui peuvent être précieuses si en effet c'est bien formalisé. Alors, il y avait une autre question. Il y avait Madame Laure Lovenstein. Oui, bonjour Madame, excusez-moi. Bonjour. Il faut enlever votre micro, Madame Lovenstein. Voilà. Ça y est. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je suis sensible à ce que vous venez de nous dire sur la formation, notamment la formation d'initiative locale, qui je pense est une très bonne chose pour faire remonter besoin de terrain, la formation en général, mais j'ai une question toute bête, toute simple, quid de la formation initiale? Parce que très souvent, le problème, nous, on se rend compte en tant qu'association, qu'on n'arrive pas forcément à interpeller les gens qui ne souhaitent pas être formés ou qui ont des difficultés à être familiarisés avec ce concept du haut potentiel. Donc, je pense que pour arriver à avoir une vraie justice pour tout le monde et que tout le monde puisse au moins une fois dans sa vie être au courant de ces problématiques, il serait peut-être bon qu'il y ait une vraie formation initiale qui soit initiée. Comme ça, tout le monde est au courant. Après, bien sûr, c'est formidable quand des enseignants, des personnels de l'éducation nationale souhaitent à nouveau se former plus avant. Et ça, c'est évidemment tout ce qu'on peut souhaiter, nous, en tant qu'association. Mais merci de nous répondre à cette question. Merci encore pour votre présence, Madame. Je vous en prie. Alors, sur la question de la formation initiale, dans le parcours de formation des nouveaux enseignants, depuis la rentrée 2021, c'est-à-dire depuis cette année, ils bénéficient de 25 heures de formation spécifique à l'école inclusive. Alors, bien évidemment, ce n'est pas 25 heures dédiées aux élèves à haut potentiel, mais c'est bien 25 heures qui vont être alloué spécifiquement à la connaissance de ce que c'est que l'école inclusive, c'est-à-dire la prise en charge de tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés ou leurs besoins. Et puis, par ailleurs, l'objectif aussi, une fois qu'on est rentré dans le fait de dire oui, ben voilà, l'école inclusive, c'est ça, on a tel public, et ça correspond à telle problématique. Vous comprenez bien que quand je vais à une réunion des associations sur les TDAH, ils me disent, mais quid de la formation initiale? Et donc, voilà, dans les 25 heures. Et puis, quand je vais avec des associations sur les TSA, ils me disent, quid de la formation initiale, etc. Bon, donc ça veut dire que la formation initiale, elle ne peut pas répondre à chacun des publics de façon, on ne peut pas mettre 10 heures de formation, etc. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps d'offrir un bloc, un support, un socle qui fait prendre en compte aux nouveaux enseignants, qu'ils soient du premier ou du second degré, qu'ils soient CPE ou prof doc, c'est-à-dire à tous les futurs acteurs du système dans les établissements, que l'école inclusive comprend des réponses différenciées, non pas forcément à un trouble, non pas forcément à une catégorie, mais à un besoin. Et que leur travail de professionnel, ce n'est pas de répondre à TSA, à EHP, c'est d'identifier le besoin que la spécificité de cet enfant, le besoin scolaire d'apprentissage que cela crée et les modalités pour y répondre. Et en ça, alors le LPI, c'est un outil, et comme le disait mon collègue, monsieur Cazenave, je pense que ça ne sert à rien d'avoir un outil si on ne l'accompagne pas d'un point de vue pédagogique en disant, voilà, si dans votre classe, quelque part, vous avez 3 ou 4 gamins dont vous faites bénéficier de cette modalité d'aménagement pédagogique, ça veut peut-être dire que ça va bénéficier à tous, et on le sait, dès qu'on travaille là-dessus, dès qu'on fait des propositions d'aménagement un petit peu des enseignements, il y a beaucoup d'élèves qui en bénéficient. Donc, 25 heures initiales,
qui ensuite, eh bien, quand les enseignants ils se retrouvent avec, ils savent qu'un enseignant de CM1 qui sait que l'année prochaine, il va avoir un élève parce qu'il est chez son collègue cette année, eh bien, il peut commencer à se former, que ce soit de façon autonome, parce qu'il y a énormément de formations possibles en ligne dans nos bases, hein, des magistères. Hein. Donc, les enseignants peuvent tout à fait y aller, mais aussi, et on le sait, hein, l'accompagnement en présentiel, le travail en présentiel d'accompagnement des enseignants est indispensable et il est complémentaire à la ressource qui peut être mise à leur disposition. Alors, il y a, juste avant de passer la parole, il y a Sylviane, je crois, Isée, qui souhaitait parler. Et dans les choses que j'ai pu lire, il y a des réflexions, des commentaires qui sont vraiment intéressants sur la nécessité, le besoin qu'il pourrait y avoir de faire remonter finalement des informations, des bonnes pratiques, des informations pratiques et des bonnes pratiques concernant justement les référents EHP avec peut-être donc sur un site qui permettrait, qui serait accessible, et où je pense qu'il y a peut-être des choses comme ça formalisées qui seraient probablement aidantes. Je m'inscris totalement dans votre propos. J'ai fait, c'est pas tout à fait parce que je venais aujourd'hui, mais j'ai demandé à ce que tous les recteurs nous fassent remonter la liste des référents académiques parce qu'effectivement, ils changent et on n'est pas forcément, les académies ne pensent pas forcément à nous informer. Et nous mettrons en ligne sur EduScol cette liste de manière à ce que chaque parent qui souhaite avoir contact avec ce référent puisse le faire. Donc, j'espère cela d'ici le début du 4e trimestre, enfin, du prochain trimestre, pouvoir mettre en ligne cette liste parce qu'effectivement, on a besoin de faire connaître les ressources sur place. Et puis, j'ai vu quelqu'un mettait, effectivement, il y a énormément de sites en dehors de EduScol où on a mis tout le travail qui a été réalisé pendant les quelques années où a été conduit le travail, en particulier en lien total avec l'Académie de Paris, qui a été très active sur ce développement de ressources. Il est important que sur le terrain, et mon collègue de Montpellier le soulignait, qu'il y ait une réponse de proximité qui soit faite. Écoutez, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je passe la parole à Sylviane. Tu as levé la main, Sylviane. Oui, tout à fait, oui. Bonjour, Madame Morin-Dulac. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Je voulais simplement revenir sur le livret de parcours inclusif. Alors, je suis à la fois responsable associative, je suis également maman, avant tout, et puis je suis également enseignante en zone prioritaire. Et ça ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris me gêne un petit peu, parce que pour moi, on a beaucoup parlé de l'école de la confiance. Et pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais qui se construit, et qui va se construire avec la famille, avec l'enfant, avec le jeune. Et il me semble que quand le mode opératoire, si j'ai bien compris, c'est l'enseignant qui décide de mettre en place un livret de parcours inclusif, qui va le remplir, alors qu'il me semble que ce genre, et qui ensuite en informe la famille, alors que pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire ensemble, en équipe. Et surtout pour les enfants au potentiel, je pense qu'il ne faut pas plaquer des réponses déjà toutes précréées. Et je pense qu'il y a certains chefs d'établissement qui sont présents aujourd'hui qui diront certainement la même chose. Je pense qu'il faut être au contraire très créatif, très inventif. Ces enfants vont nous chercher très loin. Et c'est à nous de trouver justement comment arriver à les aider sans forcément avoir tout un listing de on peut faire ci, on peut faire ça déjà et on coche la case. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, je partage ce que vous venez de dire, madame. Alors, quand je dis que c'est l'enseignant qui rédige le livret, lui, il va avoir la main pour le créer, c'est-à-dire pour dire on va mettre en place un livret. Mais en effet, vous avez raison, c'est bien par les échanges avec les professionnels qui sont autour de cet enfant et les professionnels et l'équipe éducative, je devrais dire, hein, avec bien sûr les familles, où on va réfléchir à ce qui pourrait être le plus pertinent à mettre en place. Et puis j'ai dit, il y a une banque d'aménagement, ça donne des idées, mais il y a surtout des cadres dans lesquels vous pouvez remplir les aménagements que vous pouvez mettre en place pour le jeune. Et là, pour le coup, c'est totalement à l'initiative et à la créativité, comme vous le dites,
des équipes qui vont pouvoir disposer, ou en tout cas à remplir par rapport à ce qu'elles connaissent le mieux du jeune. Donc, des propositions qui sont faites pour aider et accompagner quand on ne sait peut-être pas trop que faire, et puis aussi une possibilité d'inscrire littéralement, hein, dans chacun des domaines, vous pouvez écrire des aménagements qui auront été partagés et choisis. Je l'ai dit, je crois, en propos conclusifs, c'est bien la prise en compte globale de l'enfant et du jeune que nous souhaitons, et donc l'appui et la connaissance qu'ont les familles des réponses à apporter aux besoins de leur enfant. Je ne les exclus pas, bien évidemment. Mais ce qui me gêne aussi, c'est que les familles n'ont pas accès pour le moment au livret, et que pour moi, c'est normalement quand on fait une équipe éducative, qu'on rédige un document, la famille signe ce document, donc elle est partie prenante dans le document. Il y a cette notion de travail en équipe. On a réfléchi, on a travaillé ensemble sur le sujet et pour accompagner l'enfant. Et du coup, tous les partenaires vont signer le document, ce qu'on n'a pas dans le livret inclusif, qui est un petit peu uniquement l'éducation nationale, et ça me gêne un peu, je vous dis à la fois en tant qu'enseignante et que parent. Voilà. Le PPRE, madame, le PPRE, une fois qu'on a décidé des aménagements, chaque personne qui est présente pour en discuter va pouvoir signer. Il est signé par les familles. Il y a des cases. Il y a une case pour le directeur d'école, si on est dans le premier degré, une case pour l'enseignant, une case pour l'élève si vous souhaitez le faire, et puis une case pour la famille. Donc, c'est pas quelque chose qui est en dehors de l'assentiment de tous. Hein. C'est bien un document auquel on réfléchit ensemble. L'accès famille, le fait que pour l'instant, ils ne peuvent pas se connecter pour aller le chercher, c'est une chose. Qu'ils n'aient pas accès, si, ils y ont accès, puisque quand ils les rédigent, les familles sont informées du fait qu'un LPI est créé, et ensuite, on discute en équipe éducative des modalités de prise en compte des besoins spécifiques, et il y a une signature conjointe qui se fait. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. D'accord. Alors, merci Bouya. Je ne sais pas si Frédéric, tu voulais intervenir, non? Tu n'as pas levé la main. Et puis après, on va filer sur la conclusion parce qu'on a explosé le compteur. Donc Frédéric, et puis je dirai un petit mot de conclusion. Voilà. Oui, c'était juste pour souligner plusieurs remarques qui ont été faites et qui renvoient effectivement à une expérience terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des référents HPI dans tous les départements, effectivement. Simplement, ils ont cette fonction-là en supplément d'une autre fonction, et on arrive bien souvent, on a les familles qui se tournent vers l'association en se disant « mais voilà, moi j'essaye depuis plusieurs semaines de contacter le référent HPI parce que j'ai une problématique et que j'ai besoin de son aide, et je comprends qu'humainement, on ne puisse pas être multitâche, on est parent, on est enseignant, on a plein de choses à faire, et il y a un délai de réponse qui est extrêmement important. Donc effectivement, il y a des référents HPI sur le terrain, ils existent, ils font de leur mieux, parce que pour les côtoyer au quotidien, je sais qu'ils font de leur mieux. Maintenant, le temps n'est pas extensible, et comme ils ont plusieurs fonctions, les familles se retrouvent souvent à devoir attendre et de devoir passer par nous, et la problématique en général va à s'accroissant au lieu d'être prise en charge dès qu'elle se pose. Donc voilà, c'était aussi ce retour-là que je voulais faire, c'est-à-dire que c'est super, on a des référents et ils sont abordables. Enfin, c'est pas une critique ce que je dis, mais ils sont abordables, on travaille très très bien avec eux, c'est constructif, mais la charge humaine est telle que ils font ce qu'ils peuvent au mieux de leurs possibilités, mais c'est énorme, surtout en plus avec cette période de Covid où en plus ils ont été chargés du Covid en plus. Donc voilà, c'était juste ce retour-là. Merci beaucoup Madame Morin-Dulac d'avoir été là. C'était vraiment important pour nous de vous donner la parole parce qu'on est toujours en concertation. L'enfant, il est au milieu de tous nos regards, des professionnels de la psychologie, des parents, mais aussi des enseignants qui les côtoient au quotidien. Et la vérité, j'ai tendance à dire habituellement que la vérité de l'enfant, elle est au milieu des regards croisés. Et c'est peut-être important que vous soyez là pour apporter ce regard aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, un petit mot juste pour conclure et pour finir. Peut-être par rapport à, juste Monique, pour faire le lien avec un point qui vient quand même d'être pas mal développé, c'est-à-dire que par rapport aux questions qu'ont posées un certain nombre de parents
concernant, par exemple, les possibilités de classes à plusieurs niveaux ou de pouvoir apporter par exemple, des programmes d'enrichissement, etc. Donc, je rappelle qu'il y a sur EduScol également, il y a un questionnaire qu'on avait élaboré, ça fait partie du groupe de travail, tout le travail qu'on a effectué en 2019, et avec le CADAPS, avec le questionnaire d'aide à la décision de l'ajustement du parcours scolaire, qui va passer en revue justement toutes les possibilités, de façon à ne pas oublier qu'il peut y avoir des programmes d'enrichissement, qu'il peut y avoir aussi des temps de décloisonnement, et où chacun va remplir sa partie, et puis avec un temps qui existe, qui est quand même le temps de l'équipe éducative, où du coup la décision va être finalisée, et ça peut tout à fait après bénéficier aussi donc d'un livret donc, de parcours donc, inclusif et de PPRE, ça ne remplace absolument pas ça, mais ça permet quand même de pouvoir apporter des ajustements qui peuvent être nécessaires. Et donc je rappelle que dans les différentes sessions qui sont organisées dans les samedis après-midi organisées pour les 50 ans et pour l'hommage les 50 ans de la PEP et l'hommage donc à Jean-Charles Terrassier, il y a donc différentes dates, dont le 10 décembre, où justement cette question du CADAPS va être présentée. Et je rappelle, et après je passe la parole à Monique qui pourra du coup dire le dernier mot de cette séance, qu'il y a 5 dates qui ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, c'était la première date avec le 19 mars. Il y a également le 11 juin avec donc, de la dysynchronie donc motrice au trouble 10. Donc je pense que là aussi, il y a eu beaucoup de questions sur tout ce qui était trouble 10. Ça a vraiment sa place dans cette session également. Il y a le 24 septembre avec la dysynchronie interne, avec les angoisses, l'anxiété, l'intellectualisation. Il y a le 19 novembre avec la dysynchronie donc, sociale. Il va se poser des questions des interactions sociales et des troubles autistiques avec les autistes de haut niveau. Donc je rappelle que le syndrome d'Asperger n'existe plus dans les classifications, mais qu'on parle d'autisme de haut niveau, mais les enfants n'ont pas disparu, donc voilà, c'est important de le rappeler. Et enfin, donc la dernière séance se déroulera le 10 décembre avec des sujets d'actualité. Il y aura Nicolas Gauvry et il y aura, entre autres, en effet, cette question de comment on peut arriver à accompagner du mieux possible les enfants par rapport à leurs besoins particuliers au niveau scolaire, avec justement des outils qui sont des outils de dialogue, comme par exemple le CADAPS.